Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette réunion de présentation de l'école alsacienne. On va attendre encore quelques instants. Je voudrais juste vérifier que vous m'entendez. J'ai l'impression que c'est le cas. Donc la technique a l'air de fonctionner. Formidable. Euh, il est 19h31. Nous sommes déjà très nombreux puisque nous sommes plus de 200 sur cette visio. Je vous propose d'attendre voilà, 1 ou 2 minutes et puis nous allons. Merci beaucoup. Très bien. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose que nous commencions cette réunion de présentation de l'école alsacienne. Je suis Brice Parent, je suis directeur du collège et du lycée et je vais laisser mes petits camarades se présenter et puis je vous expliquerai comment toute cette réunion va se dérouler ce soir. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Pierre de Palafieux, le directeur de l'école, et je passe la parole à Gauthier le Chevalier. Eh ben, écoutez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Écoutez, moi je suis donc Gauthier Le Chevalier et je suis le directeur de l'école primaire, donc en charge des classes maternelles et élémentaires à l'école alsacienne. Alors, juste pour des questions techniques, cette présentation est enregistrée. Nous la publierons ensuite sur le site internet de l'école alsacienne, mais on ne voit à l'écran que ceux qui prennent la parole. Et donc, je vous propose d'intervenir plutôt à partir du chat. Je pense que ça sera plus simple. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les poser tout au long de cette réunion. Je vois que vous maîtrisez très bien le chat puisqu'on a eu déjà beaucoup de messages à l'intérieur du chat. Donc, c'est la meilleure manière pour rendre cette réunion interactive. Et voilà, le premier temps, on va avoir une présentation un peu générale de l'établissement, vous donner aussi quelques informations pratiques, et puis on aura un temps de questions et de réponses à la fin.
Mais n'hésitez pas, dès le début de cette réunion, à nous poser des questions sur le chat et on essaiera soit d'y répondre au fur et à mesure dans le chat directement, soit de prendre le temps d'y répondre pour tout le monde. Voilà, on est très heureux que vous soyez aussi nombreux pour cette réunion d'information et je laisse la parole à Pierre de Panafieux pour un mot d'introduction. Peut-être Brice et Pierre, peut-être juste ajouter que pour le chat, Thomas Portenoy, directeur adjoint du lycée, est là et répond le plus possible en direct à vos questions. Merci Gauthier. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Brice pour ces mots d'introduction. Donc, nous allons vous présenter l'école alsacienne, ses particularités, son fonctionnement, et puis bien sûr les questions auxquelles vous attendez une réponse sur comment faire pour que vos enfants puissent y entrer. Donc, on va commencer tout de suite par quelques points de référence. Quelles sont nos valeurs? Quels sont les points qui nous distinguent d'autres établissements? Donc, si Brice, vous voulez passer. Alors, moi, j'ai plein de messages. Voilà. Plein de messages qui viennent perturber tout ça. Donc, deux mots. L'école fête l'année 2024, elle va fêter ses 150 ans. 150 ans, c'est quand même un âge assez respectable. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les valeurs qui ont présidé à l'origine de l'école sont aujourd'hui encore actives au quotidien. Vous allez en voir plusieurs déclinaisons au cours de cette présentation. Alors, l'école s'appelle l'école alsacienne parce qu'elle a été fondée par des Alsaciens. Dans le contexte de la défaite de 1870, ce sont des Alsaciens optants, ceux qui ont choisi de rester français et qui donc ont quitté l'Alsace, puisque, comme vous le savez, elle a été, avec la Moselle, annexée au Reich allemand. Ces fondateurs avaient pour particularité, d'une part, d'être des républicains, parce que s'ils ont opté pour la France, c'est aussi pour ne pas être sous le joug d'un empire. Ils avaient déjà condamné et combattu le Second Empire français, c'était pas pour vivre ensuite sous l'Empire allemand. Mais c'était fondamentalement des patriotes qui pensaient que la défaite de la France était d'abord due à son système éducatif, au lycée napoléonien, qui n'avait pas su préparer les Français à cette confrontation. Et donc l'objectif, c'était évidemment un objectif patriotique, faire en sorte que les nouvelles générations puissent relever les défis géopolitiques, mais plus généralement les défis de la modernité pour lesquels le système éducatif à l'époque leur semblait tout à fait loin des objectifs qu'ils pouvaient avoir. Alors ils fondent dès l'origine une école laïque, bien que beaucoup d'entre eux soient protestants. Ils fondent une école laïque parce que pour être véritablement alsacien, on ne peut pas être, surtout quand on est optant, seulement l'école des Alsaciens protestants. L'Alsace, c'est la communauté des trois religions, la religion catholique, la religion juive et la religion protestante. Donc la laïcité permettait de rassembler dans un même établissement des enfants, quelle que soit leur origine. La deuxième caractéristique de l'école, c'est que c'est une fondation faite par des familles qui ont des problèmes de réfugiés, où mettre les enfants. Ils ne peuvent pas les confier au lycée public parce qu'ils sont encore empreints de cette tare originelle impériale, le lycée napoléonien. Ils ne peuvent pas non plus avoir recours à l'enseignement catholique parce que pour y accéder, il leur aurait fallu qu'ils soient avec des certificats de baptême catholiques, puisqu'à l'époque, les établissements catholiques n'étaient pas ouverts aux personnes d'autres confessions. Et donc, ces parents qui veulent
donner à leur enfant une école, recrutent des professionnels pardon, qui viennent pour le directeur et un certain nombre de professeurs d'un établissement qui existe toujours, qui s'appelle le gymnase Jean Sturm à Strasbourg, qui lui est resté un établissement confessionnel protestant. Ce choix initial fait que les parents à l'école ont une place tout à fait reconnue, tout à fait importante, mais ils acceptent que d'autres, les professeurs, puissent avoir leur part dans l'éducation des enfants. Alors pour schématiser les choses, on a tendance à dire que ce qui relève de la spécificité du travail de l'école, c'est l'acquisition et la transmission d'une culture scolaire, ce qui est celle qui est définie par les programmes, puisque nous sommes un établissement sous contrat avec l'État, donc nous appliquons les programmes officiels. Donc la transmission d'une culture scolaire et l'apprentissage de la vie en société, c'est-à-dire dans un groupe qui n'est ni hérité, c'est-à-dire la famille, ni choisi, c'est-à-dire les amis. C'est à l'école qu'on apprend à vivre avec des personnes qui ont d'autres références, qui ont d'autres idéaux ou d'autres manières de vivre. Et ça, c'est le propre de l'école. Tout le reste revient évidemment à la famille et est évidemment infiniment respectable, que ce soit en termes de valeurs culturelles, en termes de religion, etc. Ce sont des domaines dans lesquels l'école n'intervient pas. Et puis, entre ces deux pôles, eh bien, il y a beaucoup de points en commun qui sont l'objet de discussions régulières que nous avons avec le comité des parents d'élèves qui, lorsqu'ils ont des questions, n'hésitent pas à nous les poser. Et réciproquement, quand nous avons des questions, nous les posons aussi. Par exemple, sur la question du numérique, sur les tablettes, les téléphones portables. Là, on a clairement un sujet avec les parents et nous mettons en œuvre un certain nombre de conférences, de lieux de discussion sur ces sujets. Donc ce sont des relations de partenaires, mais de partenaires actifs où chacun a sa place bien définie et qui se reconnaissent mutuellement des moments et des lieux d'échange sur tous les sujets qui peuvent intéresser l'éducation et l'instruction des enfants. Le troisième caractéristique de l'école, c'est que c'est un établissement donc privé sous contrat. Dès son origine, l'école a été soutenue par ceux qui ont fait la Troisième République. Jules Ferry a visité l'école et il a, au moment où il faisait passer ses lois, les fameuses lois Ferry, fait référence à plusieurs reprises dans des discours à l'Assemblée à ce qui se faisait à l'école alsacienne. Ça avait pour lui, ça lui permettait à la fois de montrer qu'une école laïque peut transmettre des valeurs, que ce n'est pas, parce qu'à l'époque on attaquait l'école de Ferry, l'école républicaine, comme une école sans Dieu, donc n'apprenant pas aux enfants à distinguer le bien du mal. Donc il y avait cet aspect-là, mais il y avait aussi, en soutenant une école privée, l'indication que ces républicains n'étaient pas favorables au monopole scolaire, c'est-à-dire au fait que l'État puisse prendre à sa charge exclusivement l'éducation des enfants. Et Jules Ferry reconnaissait aux familles le droit fondamental de choisir l'établissement où leurs enfants pouvaient étudier. Donc, à partir de cette base, quand en 1959, la loi Debré a défini l'enseignement privé sous contrat en France, l'école a naturellement adhéré et a passé un contrat avec l'État, ce qui veut dire, je l'ai dit déjà, le respect des programmes, mais aussi le respect des procédures de nomination des professeurs. Cela veut dire aussi que nous respectons le même nombre d'élèves par classe et que nous respectons bien entendu le calendrier scolaire tel qu'il est défini au bulletin officiel de l'éducation nationale. Donc voilà quelques points d'ancrage de l'école. Maintenant, Brice et Gauthier vont vous présenter les points communs petit collège,
et grand collège. Enfin, moi, je continue à appeler ça petit collège et grand collège. Eux ont plutôt tendance à parler d'école, du collège, du lycée, de l'école élémentaire et de l'école maternelle. Mais l'école a gardé de ses origines cette distinction, puisque l'un des points auxquels nous sommes très attachés, c'est que si les enfants et les parents le souhaitent, a priori, quand on entre à l'école, c'est pour y faire toute sa scolarité. Et donc, la distinction entre les différents établissements, puisque de fait, l'école, c'est trois établissements, hein, il y a trois numéros officiels, mais dans la pratique, c'est un seul établissement. C'est un des points sur lesquels nous allons insister tout à l'heure. Donc, je vous redonne la main, Brice. Oui, merci beaucoup, Pierre. Un mot rapide pour vous parler du projet d'établissement, de ce qui s'inscrit aujourd'hui dans dans la lignée de l'origine de l'école alsacienne qu'évoquait Pierre de Panafieux, parce qu'il y a effectivement une continuité en 150 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, bien sûr, mais beaucoup de valeurs communes, beaucoup de points que l'on retrouve entre le moment de la création et aujourd'hui. Et l'une des idées fortes, nous semble-t-il, c'est que cet établissement a toujours cherché à former des élèves pour qu'ils deviennent des futurs citoyens, si possible libres, éclairés, heureux, ouverts aux autres et au monde, et qu'ils soient capables de faire face aux grands enjeux de leur époque. C'était le cas en 1870, c'est toujours le cas aujourd'hui. Le monde a beaucoup changé, mais il y a toujours une importance fondamentale à faire en sorte que les élèves qui sont formés, une fois qu'ils ont fini leur parcours, soient vraiment aptes à faire partie de la société et à y apporter quelque chose. Et il nous semble que les qualités premières que nous devons cultiver chez nos élèves aujourd'hui pour faire face aux grands enjeux qui sont ceux de notre époque et qui sont extrêmement nombreux et importants, ces qualités, ce sont des qualités de coopération, de créativité, de confiance. Donc c'est un petit peu le triptyque que nous aimons mettre en avant pour parler de l'école alsacienne et que l'on va décliner tout au long de cette réunion. Et trois qualités qui ne sont pas toujours celles qui sont mises en avant de façon la plus courante dans le système scolaire. Souvent, on peut avoir l'impression que le système scolaire va pousser un tout petit peu à un certain conformisme. Ça va de soi. C'est important aussi de faire comme ses professeurs, mais il nous semble important de pousser nos élèves à créer et à inventer des solutions nouvelles, des choses nouvelles. Il nous semble fondamental de les pousser aussi à travailler ensemble plutôt que d'être dans la compétition, et puis indispensable qu'ils puissent venir chaque jour à l'école avec énormément de confiance dans leurs camarades, confiance dans leurs professeurs, et puis de cultiver en eux une forme de confiance dans l'avenir en des temps qui sont complexes encore aujourd'hui. Pour encore mieux établir ce lien entre l'école d'hier et celle d'aujourd'hui, Pierre, est-ce que vous voulez commenter à la fois une photo de l'école en 1885 et puis deux citations qui nous paraissent importantes? Notre directeur a disparu, mais il va revenir. Sinon, j'enchaîne et je vous redonne la parole juste après. Alors, le point suivant, c'est un peu la question qui fâche, on va dire, celle pour laquelle vous êtes là ce soir, c'est comment est-ce que nous allons sélectionner les candidats
à l'entrée dans l'établissement. On préfère commencer par ce point dès le début, parce que comme ça, c'est fait. Et l'idée générale que vous connaissez, puisque j'imagine que vous êtes un tout petit peu documenté sur l'établissement, c'est qu'on a malheureusement beaucoup plus de demandes d'inscription que de places disponibles. Ce qui nous conduit à être obligé de faire une sélection parmi les élèves candidats à l'entrée. Et cette sélection, on l'a fait à partir d'un certain nombre de principes qui nous semblent fondamentaux. Le premier, c'est que on va examiner l'ensemble des candidatures. Une des questions qu'on nous pose souvent, c'est oui, mais est-ce que vous pensez que mon enfant peut, à sa place à l'école alsacienne? Oui, tous les élèves, à partir du moment où ils sont admis dans la classe, dans le niveau qui correspond à la demande d'entrée, par exemple à l'entrée en sixième ou sur un autre niveau, tout élève a tout à fait sa place à l'école alsacienne et nous examinons avec beaucoup de bienveillance l'ensemble des candidatures qui nous sont soumises. La deuxième chose qui nous paraît très importante, c'est qu'on recrute des élèves et qu'on ne recrute pas des dossiers. Et c'est pour ça que nous offrons la possibilité, alors on va détailler un tout petit peu, mais à chaque élève candidat d'avoir un entretien avec un personnel, un professeur de l'école alsacienne, et que cette rencontre nous semble absolument indispensable. Je précise, mais peut-être Gauthier, tu peux le dire pour les classes, pour les plus jeunes, tout de suite. Peut-être c'est comme ça, c'est clair et c'est bien entendu par tout le monde. Pour l'entrée en maternelle et en CP, on a fait le choix à l'école alsacienne de ne pas rencontrer les enfants. On considère que c'est une décision qui est une décision d'adulte, la vôtre et la nôtre. Et donc, à la place de rencontrer les enfants, je rencontre les familles pour l'entrée en moyenne section et pour l'entrée en CP. Mais dès l'entrée en CM1, nous ne rencontrons plus les familles et nous rencontrons les élèves pour à la fois un test écrit et un entretien. Et c'est les mêmes modalités ensuite à l'entrée en sixième. Voilà, donc nous rencontrons les élèves. Alors, sauf des situations très exceptionnelles, hein, bien sûr, à ce moment-là, on peut tout à fait rencontrer les parents, mais ce sont les élèves que nous rencontrons. Et puis, dernier point, c'est que on est très attentif à la question de la diversité, diversité des profils, qui constitue une des richesses de l'établissement, et je vais y revenir tout de suite après. Alors, ceci étant posé, nos critères de sélection, bah, bien sûr, on va regarder le dossier scolaire et plus, enfin, on va regarder les résultats que les élèves obtiennent. Ça fait partie de nos critères de sélection. On va regarder aussi pour les élèves qui rentrent en sixième, en CM1, les tests que nous faisons. On y reviendra tout à l'heure. Et puis surtout, on va beaucoup s'appuyer sur ce moment d'échange avec les élèves ou avec la famille, parce que au travers de cet échange un petit peu informel, beaucoup d'éléments passent sur la personnalité de chaque élève, et ça nous semble un élément absolument fondamental dans le choix des élèves qui rentrent dans l'établissement. À partir de là, il y a plus ou moins de place en fonction des niveaux. L'information importante, c'est que nous recrutons essentiellement sur certains niveaux et qu'il y a beaucoup moins de places disponibles sur les autres, voire carrément des niveaux qui sont fermés. Et pour vous donner une idée très précise, voilà ce que ça a donné l'année dernière. Donc ça, c'est un graphique. Alors évidemment, c'est pour cette rentrée-là, hein, c'est pour la rentrée de 2023. Je ne sais pas ce qu'il en sera l'année prochaine. Donc c'est pas prédictif ce diagramme. C'est pas prédictif parce que je ne sais pas encore combien il y aura d'élèves candidats pour l'entrée à la rentrée 2024. En tout cas, l'année dernière, vous voyez que nous avons pu admettre un certain nombre d'élèves en fonction des niveaux. Les niveaux où nous recrutons le plus, c'est logiquement la sixième. On vous expliquera tout ça juste après. La seconde également, c'est une classe où on recrute beaucoup d'élèves. Et puis sur les autres, ça dépend des créations de classes tout au long du parcours. Ça peut être que Gauthier, tu peux en dire un mot?
Oui, merci Brice. Tout d'abord pour vous dire effectivement, c'est une question que j'ai déjà vue passer dans le chat. La petite section, comme vous pouvez le voir sur le tableau actuellement, on a eu 24 admis. Ce sont des frères et sœurs d'élèves déjà scolarisés dans l'école. C'est une classe qu'on n'ouvre pas à l'extérieur et on a fait le choix de la compléter directement avec les frères et sœurs d'élèves déjà scolarisés dans l'école. D'ailleurs, le regroupement de fratries en moyenne section et en CP est une priorité. Et je vous en dirai également un petit mot, mais avec la diapo suivante. Donc, en tout cas, si vous souhaitiez candidater pour la petite section, d'ores et déjà, vous pouvez savoir que la classe, elle est complète pour l'année prochaine parce que nous venons de finaliser notre propre recrutement en interne. Voilà. Donc voilà pour les inscriptions. Vous voyez aussi que sur les admis, certains viennent d'une voie de sélection un petit peu spécifique. Nous les appelons les lauréats Charcot. J'en reparlerai tout à l'heure. Nous avons un certain nombre de partenariats. Nous avons 5 partenariats avec des établissements et avec ces établissements spécifiques, une voie d'inscription spécifique. Alors, pour les niveaux ouverts, on vient d'en parler. Je vais peut-être Oui, tu Brice, expliques revenir un tout petit la peu dessus structure de l'école. pour expliquer la structure. Et peut-être déjà tout simplement pour vous dire qu'à l'école alsacienne, en tout, on a 64 classes de la petite section à la terminale, 5 classes en maternelle, 17 classes en élémentaire et 42 classes de la sixième à la terminale, puisqu'il y a 6 classes par division, 6 sixièmes jusqu'à 6 classes de terminale. Alors, pourquoi pas d'ouverture donc en petite section? Je vous l'ai déjà un peu dit, parce que nous avons une classe de petite section et nous avons fait le choix pour les plus petites classes. Ce n'est plus le cas d'ailleurs à partir du CM1, dans le recrutement, de donner la priorité aux petits frères et aux petites sœurs d'enfants déjà scolarisés dans l'école. En revanche, en moyenne section, nous ouvrons une seconde classe, c'est-à-dire que viennent s'ajouter des nouveaux élèves. Et là, on a 28 places. Pourquoi? Parce qu'on passe à des effectifs de 26 en moyenne section, 2 classes de moyenne section. Et donc, c'est une grande opportunité pour rentrer à l'école alsacienne. Et d'ailleurs, pour vous dire, une opportunité assez importante, parce qu'après avoir finalisé les regroupements de fratries, nous n'avons que 3 demandes de frères et sœurs pour l'entrée en moyenne section. Donc, il y aura au moins 25 places à l'entrée en moyenne section pour des candidatures totalement externes à l'école alsacienne à la rentrée prochaine. Pas de possibilité d'entrer en grande section. Pourquoi? Parce que nos élèves de moyenne section dans les 2 classes constituent nos élèves des 2 classes de grande section. Une possibilité d'entrer en classe de CP. En CP, on ouvre une 3e classe. Donc, on répartit les élèves de nos 2 classes de grande section dans les 3 classes et on complète. Il y a à peu près l'effectif d'une classe entière pour entrer en moyenne section. Et donc, on a 26 nouvelles places et on en aura presque 20 réservées à des candidatures externes après avoir fait le décompte des fratries. Pas d'entrée possible ni en CE1 ni en CE2. Pourquoi? Parce que nous gardons 3 classes en CE1, 3 classes en CE2. Et donc, ce sont les élèves qui constituent les classes de CP qui constituent l'année suivante celles de CE1, pardon, et les élèves des classes de CE1 qui constituent les élèves de CE2. Possibilité d'entrer en CM1, parce que nous proposons une 4e classe et nous changeons nos effectifs. Nous passons de 26 élèves à 28 élèves. Donc, il y a entre 28 et 30 élèves possibles à l'entrée en CM1 et il n'y a plus de priorité sur les fratries à l'entrée en CM1 et à la différence donc des entrées en moyenne section et CP, nous ne rencontrons plus les familles et nous recevons nos enfants pour un test écrit et pour un entretien avec eux. Ce sera au mois de mars. Tout vous sera dit encore un peu plus tard dans cette visio et c'est déjà indiqué sur notre site internet. Pas d'entrée en CM2, pourquoi? Parce que nous gardons 4 classes en CM2 et ce sont donc les élèves qui sont actuellement en CM1 qui constitueront les élèves des 4 classes de CM2 l'an prochain. En revanche, des places possibles à l'entrée en 6e et je redonne la parole à Brice. Exactement, puisqu'on passe de 4 classes de CM2 à 6 classes à l'entrée en 6e, donc une classe à horaire aménagé musique, avec un effectif de seulement 24 élèves. Je vous reparlerai de la classe horaire aménagée musique tout à l'heure. 6 classes que nous conservons tout au long de la scolarité jusqu'en terminale. Mais donc
pas de nouvelles places en 5e, en 4e, en 3e. Nous laissons quand même la possibilité de candidater parce que on sait que sur 6 classes, il y a forcément du mouvement, il y a forcément des familles qui déménagent et donc nous avons quelques places disponibles chaque année en 5e, en 4e, en 3e et ça sera le cas aussi en première et en terminale. Pour la seconde, ce qui se passe, c'est que nous n'avons plus de classe à horaire aménagé musique, donc on passe d'une classe à effectif réduit à une classe pleine. Et en plus, nos classes de lycée sont un tout petit peu plus chargées que les classes de collège. Nous avons aussi parfois quelques élèves qui quittent l'établissement en fin de 3e, même si on en a de moins en moins. Et tout ceci nous permet de recruter environ une trentaine de nouveaux élèves à l'entrée en seconde. Donc, ce sont les 2 moments où nous recrutons le plus d'élèves pour le collège et le lycée, l'entrée en 6e, l'entrée en seconde, même si des candidatures sont possibles dans chacun des niveaux. Une précision aussi, c'est que sur le graphique précédent, on vous a montré les statistiques globales qui en fait varient beaucoup en fonction des choix de langue et des choix d'options. Par exemple, sur la question de la classe musicale, j'ai en général plus de possibilités d'inscription proportionnellement au nombre de candidatures que pour les autres, que pour une classe générale. Même chose aussi pour certains choix de langue. Je pourrais y revenir ou répondre à des questions à ce sujet tout à l'heure. Voilà pour les places qui sont disponibles. Alors, on veut insister sur 2 points parce qu'ils jouent un rôle important dans les inscriptions. La première question, c'est la question de la mixité sociale. On est très conscient d'être un établissement privilégié. On est situé en plein cœur du 6e arrondissement à Paris. Nous avons des frais de scolarité. On n'en donne pas le détail lors de cette réunion, mais vous retrouvez une page entière de notre site internet qui les détaille de façon très précise. Et ceci réduit, bien sûr, la possibilité pour un certain nombre de familles d'inscrire leurs enfants dans notre établissement. Et nous sommes convaincus de l'apport formidable que constituent toutes les formes de diversité, en particulier la question de la diversité sociale. Et c'est pour ça que nous avons mis en œuvre et renforcé ces dernières années un plan qui nous permet d'augmenter année après année le pourcentage d'élèves qui bénéficient d'une bourse de scolarité au sein de notre établissement, c'est-à-dire soit qui ne payent pas du tout de frais de scolarité, soit qui ne payent qu'une partie de ces frais de scolarité en fonction des revenus des familles. On était à 11,2% il y a quelques années. Nous avons pour objectif, j'ai pas mis à jour ma diapo, il y en a une qui m'a échappé. Je vais essayer de faire ça pour demain, pour la deuxième réunion. Donc l'année dernière c'était 11,2%, 2022-2023. Notre objectif c'est 20% et vous voyez que, ça c'est un autre tableau, c'est pas très logique mon ordre. Il montre le pourcentage d'élèves qui vont bénéficier d'une scolarité soit gratuite, soit prise en charge partiellement. Et vous voyez qu'il augmente année après année. L'année dernière, 23% des nouveaux inscrits, donc de ceux qui sont entrés en 2023, ont bénéficié d'une bourse de scolarité. Et sur certains niveaux, c'est même beaucoup plus important, à l'entrée en seconde notamment, en raison de partenariats que nous avons mis en place. Je peux d'ailleurs préciser, alors attendez, juste sur cette slide-là, c'est le pourcentage actuel, 12,7%, et vous voyez son augmentation au fil des dernières années. Et sur ces partenariats dont je vous parlais, qu'on a appelé les partenariats Charcot, parce que Charcot était un ancien élève de notre établissement et un grand explorateur qui avait baptisé ses bateaux du nom de pourquoi pas. Et donc, depuis plus de 10 ans, nous sommes en lien avec plusieurs collèges, plusieurs écoles, notamment des établissements qui sont situés en réseau d'éducation prioritaire. Et à la fois, on a des échanges pédagogiques et éducatifs tout au long de l'année, mais en plus, on permet aux élèves qui sont dans ces établissements d'avoir une voie d'inscription spécifique. Ça ne veut pas dire qu'on les prend tous, il y a aussi une sélection, mais c'est une sélection particulière. Voilà sur ce premier élément qui nous semble très important. Et ça veut dire aussi que si vous souhaitez, au moment de la demande d'inscription, faire une demande de bourse, c'est tout à fait possible. Les 2 formulaires se suivent. Vous avez d'abord le formulaire d'inscription et puis,
à la suite, vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir le formulaire de demande de bourse et on vous répondra simultanément, c'est-à-dire qu'on vous dira à la fois si votre enfant, enfin si jamais votre enfant est admis, on vous dira aussi si vous pouvez bénéficier d'une bourse pour que vous disposiez de l'ensemble des informations au moment de la validation de l'inscription. L'autre élément qui nous semble essentiel, c'est la question de l'inclusion scolaire, c'est-à-dire la manière dont on permet à des élèves qui sont notamment en situation de handicap d'avoir une scolarité tout à fait normale. C'est une obligation pour tous les établissements scolaires, mais on en fait une priorité à l'école alsacienne pour permettre à tous les élèves d'avoir la meilleure des scolarités possibles et pour là aussi en faire un élément de richesse au sein de notre établissement. Donc, pas d'élément particulier par rapport à tous les établissements qui scolarisent des élèves en situation de handicap. On a par exemple cette année un peu plus, là j'ai mis 20, mais c'est un petit peu plus de 20 élèves qui sont accompagnés en classe par des assistants des élèves en situation de handicap, des AESH. Et puis sur l'ensemble de l'établissement, environ 8% de nos élèves bénéficient d'aménagements de scolarité. Ça peut être un plan d'accueil individualisé, un PAI, ça peut être un plan d'accompagnement personnalisé, un PAP, lorsqu'il y a des troubles des apprentissages. Ce point-là pour vous dire que là encore, c'est certainement pas un frein à une demande d'inscription et que nous sommes très vigilants, tout particulièrement, sur les demandes d'inscription d'élèves qui sont en situation de handicap. En général, ils ont un PPS, projet personnalisé de scolarisation, et nous faisons en sorte que l'inscription, l'entretien se passe dans les meilleures conditions. Si jamais c'est une inscription en 6e ou en CM1, que les élèves puissent bénéficier des aménagements dont ils bénéficient d'habitude, par exemple la présence de leur AESH ou bien un tiers-temps, ce type d'aménagement. Et puis ensuite, on fait en sorte de les accompagner le mieux possible tout au long de leur scolarité. Nous avons renforcé l'équipe qui s'occupe de ces élèves. Nous avons des professeurs référents, 2 professeurs référents sur l'ensemble de l'établissement qui accompagnent nos autres professeurs pour voir quelles sont les bonnes pratiques. Nous avons aussi un AESH qui est dédié, qui est celui de l'établissement, qui vient renforcer les équipes du rectorat. Et puis, en termes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, on a fait des gros travaux il y a maintenant 10 ans pour permettre l'accès à quasiment la totalité des bâtiments de notre établissement scolaire. Voilà sur ces 2 points qui nous semblent très importants. Et je pense que l'on peut passer aux différents éléments de notre projet pédagogique. Je ne sais pas si il y a, Gauthier, tu as peut-être vu des questions dans le chat auxquelles on n'aurait pas répondu et auxquelles on pourrait Oui, répondre dès il y a maintenant. quelques questions. Oui, alors très, très simplement, peut-être, il y avait des questions sur le test et déjà sur les élèves 10. Alors effectivement, Brice vous l'a dit tout à l'heure, un élève qui bénéficie d'un aménagement dans son école actuelle, nous mettons tout en place pour qu'ils puissent avoir du test qui passerait à l'écrit pour l'entrée en CM1 ou en 6e. Et par exemple, on peut avoir des documents qui peuvent être adaptés, on veille à avoir des polices qui vont être lisibles pour les élèves qui peuvent être dyslexiques, on s'assure que les documents soient correctement imprimés et qu'ils se retrouvent dans les bonnes conditions pour écrire. Donc oui, les élèves ont ce type d'aménagement tout à fait possible. Puis il y avait une question que j'ai revue plusieurs fois, même si on y répond peut-être plus tard, c'est peut-être l'occasion de le dire. Tout à l'heure, Brice Parent vous a parlé des certain nombre de critères pour l'entrée en CM1, en 6e, à partir de l'entretien, du dossier et des tests. Qu'en est-il à l'entrée en moyenne section et en CP? Et vous avez raison, la question elle est importante, étant donné qu'en plus il n'y a pas de test pour votre enfant. On va à la fois pouvoir regarder pour l'entrée en CP, mais aussi pour l'entrée en moyenne section, parce que a priori, en milieu d'année, à la fin du premier semestre, les écoles vous adressent un premier bilan à travers un carnet de suivi des apprentissages, ou différentes écoles vous remettent un courrier. Donc, c'est déjà un élément pour nous, pour s'assurer que votre enfant il est correctement inscrit dans les apprentissages. Et ensuite, au cours de l'entretien, moi j'aime bien, je me pose souvent 2 questions quand je rencontre les familles. Un, est-ce que j'ai compris la démarche? Qu'est-ce qui fait que vous
vous présentez à nous et que vous souhaitez que votre enfant vienne à l'école alsacienne. Donc pour moi, c'est un premier point. Et puis, à travers l'échange, il y a aussi une autre question que je vais me poser après avoir eu des entretiens, c'est est-ce que, avec cette famille avec qui on va travailler longtemps, parce qu'a priori, si votre enfant rentre en moyenne section, il peut être là, si vous le souhaitez, pendant les 14 années qui suivent, parce que nous n'opérons pas de sélection à partir de nos élèves, à partir du moment où ils sont inscrits à l'école alsacienne. Ils restent à l'école alsacienne, et on en dira peut-être un petit mot tout à l'heure, et on met en place, s'il y a des besoins spécifiques, des aménagements, des remédiations, des aides, des soutiens. Et donc, on va me poser la question de si on devait avoir à un moment ou à un autre un désaccord dans la scolarité de l'enfant, est-ce qu'on en sortirait tous vers le haut et sans retrouver l'enfant dans un conflit de loyauté? Voilà, entre autres, des questions qu'on a vues. J'ai vu aussi passer sur savoir est-ce que c'était nécessaire d'avoir des courriers de recommandation. Non, c'est pas du tout. En tout cas, c'est pas un critère qui est nécessaire. Si vous avez des courriers, on prend effectivement les courriers, mais il n'y a pas du tout d'obligation d'avoir un courrier et d'être dans une démarche de cooptation. Si nous vous rencontrons ce soir, c'est que nous sommes ouverts et que nous cherchons à recruter d'autres élèves pour notre école alsacienne. Voilà. Parfait. Alors, je vous propose que l'on continue en déclinant. Avec le projet pédagogique, oui. Voilà, exactement. En déclinant le projet pédagogique. On va essayer d'être rapide, comme ça on gardera un vrai temps pour les questions. Je pense que c'est le plus intéressant dans cette réunion. Et on peut commencer par cette idée de coopération quotidienne. Oui, tout à fait. D'abord la coopération. Tout à l'heure, en introduction, sur le projet d'établissement, Brice vous l'a dit. Nous ne souhaitons pas faire grandir les enfants qui nous sont confiés ou les jeunes qui nous sont confiés dans un esprit de compétition. Donc évidemment, la coopération, c'est une des modalités importantes. Et peut-être pour préciser, c'est une des modalités parmi tout un tas d'autres. Et l'idée d'apprendre avec les autres, elle est absolument essentielle pour nous, et c'est dès le plus jeune âge que nous le faisons dans les classes. Nos élèves, ils apprennent à échanger, à coopérer, à travailler avec les autres, au sein même de la classe, mais parfois avec des classes dans le même cycle, quand on est en maternelle avec d'autres classes de maternelle, mais des fois avec des élèves d'un autre cycle, en classe élémentaire, au collège, voire au lycée. Et cette idée-là, elle est importante pour nous. Notre organisation, elle permet de travailler régulièrement en demi-groupe, c'est le cas dès les classes de maternelle et ça continue au collège et au lycée. Parfois, de mettre en place des groupes de besoins dans certaines circonstances, mais aussi dans la classe entière et dans la classe du groupe. Ici, vous avez 3 illustrations, des fois de 2 professeurs qui travaillent ensemble, et c'est la photo qui est sur la gauche. En haut à droite, vous pouvez voir une photo qui est maintenant très ancienne, mais d'une pratique qui est au moins centenaire à l'école alsacienne, qui est la causerie, qui est un grand moment à l'école alsacienne où un enfant peut venir présenter un sujet qui lui tient à cœur et régulièrement, après l'avoir présenté à ses camarades, il peut aller l'exposer à des plus grands ou à des plus jeunes. Et donc, c'est ces exemples-là qui sont très favorables. Et puis, nous pratiquons souvent des tutorats où des plus grands viennent dans les classes de plus jeunes pour apporter leurs connaissances, pour organiser, comme c'est sur la photo en bas à droite, des jeux mathématiques. Là, ce sont des élèves de CM1 et parfois de CM2 qui viennent dans les classes de maternelle régulièrement et c'est important. Et d'une part, ça mobilise les connaissances pour l'élève le plus grand qui doit être à l'aise avec ce qu'il a déjà appris pour pouvoir le transmettre à des plus jeunes. Et puis, nos plus jeunes sont à la fois très excités, très heureux et prennent beaucoup quand ils voient des plus grands dans lesquels ils se projettent, qui viennent leur faire un petit temps en classe. Voilà, évidemment, ce qu'on peut mettre en place en termes de coopération en maternelle, ça se poursuit au collège et lycée. Et peut-être que Brice, tu peux commenter cette diapositive d'un exemple d'élèves de Oui, 5e avec des élèves de CM2.
Exactement, ça c'est une des grandes chances que nous avons, c'est que nous sommes une cité scolaire au sens très large, puisqu'on accompagne les élèves de la maternelle jusqu'à la terminale, et qu'ils sont tous sur le même site, dans un même endroit. Nos élèves, ils se croisent tout au long de la journée. En plus, on ne les compartimente pas totalement. Bien sûr, pour les surveiller, il y a des zones, mais des élèves de terminale vont croiser sans aucune difficulté leurs petits frères ou leurs petites sœurs en collège ou à l'école primaire. Dans la vie de l'établissement, mais aussi à l'occasion d'activités pédagogiques. Alors, on ne le fait pas tous les jours, mais le plus souvent possible, nous faisons en sorte de faire travailler des élèves d'âges différents ensemble, et notamment de permettre à des élèves plus âgés de transmettre un certain nombre d'informations à des élèves plus jeunes. Les programmes souvent se recoupent et ça donne lieu à des choses tout à fait passionnantes. Ça peut se faire aussi dans l'autre sens, hein. Ça peut être aussi des élèves plus jeunes qui transmettent des connaissances à des élèves plus âgés qu'eux. Et donc, on favorise cela et nos élèves sont vraiment nos élèves et nos professeurs apprécient beaucoup ces échanges très riches. D'une manière plus générale, on essaye de faire en sorte que les travaux de groupe soient une modalité d'apprentissage extrêmement présente dans l'établissement. Il y a de très nombreux exposés, de très nombreux moments où nous permettons à nos élèves de travailler ensemble parce qu'on pense que c'est vraiment comme cela qu'on apprend le mieux possible. Et je pense qu'on peut dire aussi un mot d'un dispositif, c'est le dispositif Entraide qui existe à l'école primaire, au collège, au lycée, et qui permet à des élèves volontaires de transmettre, enfin d'aider, d'accompagner des camarades sur tel ou tel point, dans telle ou telle discipline. Tout ça se fait en étant supervisé bien sûr par des professeurs, mais c'est quelque chose qui marche très bien et à tel point que désormais les professeurs essayent de favoriser ça aussi à l'intérieur de leur classe. C'est-à-dire que non seulement c'est un temps un peu institutionnel qui existe à l'extérieur de la classe, mais c'est aussi un temps que les professeurs répercutent en classe en favorisant les situations dans lesquelles un élève va pouvoir accompagner un autre camarade. Et bien sûr, ça peut changer tout au long de l'année scolaire. On peut Alors, enchaîner avec la question de tout l'ouverture à sur le fait. monde. Oui, qui est encore une manière pour nous de développer la coopération chez nos élèves. Ça fait très longtemps qu'à l'école alsacienne, on a compris qu'on apprenait évidemment beaucoup de choses dans les quatre murs de la classe, mais qu'on en apprend beaucoup en dehors des quatre murs de la classe. Et on le sait, hein, c'est en pratiquant les sorties scolaires, en explorant d'autres territoires, en organisant des classes de découverte, des voyages, etc., que nous confrontons nos élèves à d'autres cultures. Et donc, on les apprend, évidemment, on apprend et on transmet le goût de la curiosité et le goût des découvertes et qu'on développe la coopération. Les sorties scolaires, elles existent dès les classes de maternelle et elles se poursuivent tout au long de la scolarité. Et nous proposons à nos élèves, et c'est un point important de notre projet d'établissement, des classes de découverte dès les classes de moyenne section. Et c'est souvent l'occasion pour nous de développer l'autonomie, la responsabilisation et d'ancrer l'épanouissement des élèves dans la dynamique collective, qui est un point essentiel de notre projet d'établissement. Donc voilà des pratiques quand les conditions le permettent, qui sont absolument essentielles pour nous dans notre projet pour développer une bonne éducation. Et bien sûr, ces pratiques de voyage, elles existent euh, dès la maternelle et elles se poursuivent au collège et au lycée. Oui, c'est une des modalités d'apprentissage, là aussi, commune à l'ensemble de l'établissement. Nous mettons en œuvre pour le collège et le lycée de nombreux voyages de niveau. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de faire voyager plus de 200 personnes en même temps, ce qui n'est pas toujours très simple, mais qui nous semble tout à fait enrichissant. C'est comme ça que tous nos élèves de sixième, depuis de nombreuses années, découvrent l'Alsace en début d'année scolaire. Nos élèves de cinquième, depuis très très longtemps,
vont à Rome. Alors, est-ce que ça sera le cas tout le temps? On ne sait pas parce que c'est compliqué d'aller à Rome sans prendre l'avion et que nous avons aussi beaucoup de questions éco-responsables. Mais on espère que ce voyage pourra continuer. En tout cas, cette année, il va avoir lieu. Nos élèves de quatrième font un défi interclasse. Il a eu lieu dans différentes régions en France. Nos élèves de seconde, traditionnellement, vont à Florence. Et cette année, les élèves de terminale iront à Londres. Donc voilà, on leur propose des programmes tout à fait intéressants tout au long de leur parcours. Et en plus de ces voyages obligatoires, il peut y avoir des voyages facultatifs et des échanges qui, eux aussi, sont facultatifs, soit de courte durée, 15 jours, soit de longue durée. Nous permettons à bon nombre de nos élèves de faire un échange d'un mois, 2 mois, parfois 3 mois, et de découvrir non seulement un autre pays, non seulement de pratiquer une langue de manière tout à fait importante, mais en plus de découvrir un autre système scolaire. Et nos élèves aiment beaucoup cela. Alors, après la notion de coopération, on peut insister sur celle de créativité, parce que, je le disais en introduction, on vient de parler d'éco-responsabilité, on est tous conscients que les solutions que nous avons apportées jusqu'à présent ne sont peut-être pas totalement parfaites et on compte un tout petit peu sur la génération à venir pour inventer de nouvelles choses. C'est un des thèmes, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et donc, nous encourageons, là aussi, tout au long de leur scolarité, nos élèves à créer, à inventer dans tous les domaines. C'est même la devise de l'école alsacienne depuis à peu près 1950. Alors, c'est pas depuis sa fondation, mais ça fait un petit moment que notre devise dit que notre tradition, c'est justement la quête de l'innovation. Et on essaye de l'appliquer un peu au quotidien en permettant à nos professeurs d'innover, de créer plein de choses, de créer des situations pédagogiques porteuses pour les élèves. On leur fait pleinement confiance dans leur métier de professeur. On croit beaucoup dans la question de la liberté pédagogique et on peut avec eux mettre en place des dispositifs différents. Là, vous voyez une salle flexible où les élèves peuvent changer de disposition au sein même d'un cours, d'une séquence. Ils peuvent aussi écrire sur tous les murs. Alors, toutes nos salles de cours sont pas comme ça, mais on en a un certain nombre. Et puis, on a aussi essayé, Pierre de Penafieux en disait un mot tout à l'heure, d'avoir une utilisation la plus intéressante possible du numérique au sein de l'établissement, une utilisation raisonnée, parce que ça pose de nombreuses questions et que l'éducation au numérique est quelque chose d'absolument fondamental auquel nous consacrons beaucoup de temps, mais c'est aussi un outil incroyable qui ouvre les possibilités pédagogiques au sein d'une classe. C'est-à-dire que nos élèves, à partir de la cinquième, ils n'ont pas seulement un cahier, ils ont tous des cahiers, ils continuent à écrire de façon manuscrite, mais en plus, ils ont la possibilité, lorsque les professeurs estiment que c'est pertinent, de réaliser une vidéo, de consulter des sites internet, de créer un document multimédia, je sais pas moi, d'avoir une feuille de calcul ou de créer un objet, de modéliser un objet en 3D qu'ensuite ils pourront imprimer dans notre Fab Lab. Voilà, c'est des possibilités supplémentaires qui permettent d'enrichir une pédagogie qui se veut active, une pédagogie surtout qui se remet en question chaque jour et qui ne s'attache pas à tel ou tel principe pédagogique gravé dans le marbre. Gauthier, peut-être sur la question des disciplines. Oui, une des spécificités de la manière de faire vivre les disciplines à l'école alsacienne, c'est que nous ne les hiérarchisons pas. Pour nous, c'est autant important qu'un enfant il s'investisse en éducation musicale, en langue, en maths, en sport, dans toutes les matières. Et on va développer son goût pour l'effort dans chacune de ces matières, et c'est quelque chose d'important. Et ça, c'est dès les petites classes. Dès les petites classes, d'ailleurs, aux côtés du professeur des écoles, nous avons des professeurs spécialisés dans un certain nombre de domaines qui permettent aux élèves d'avoir un enseignant spécialisé. Là, vous voyez une photo, ce qu'on appelle la psychomotricité en maternelle, mais en musique, pour accueillir les enfants à la bibliothèque sur le temps scolaire, et puis plus tard dans d'autres disciplines.
Je profite de cette histoire pour vous dire sur tous les domaines, pour vous dire que, parce que j'ai vu passer la question tout à l'heure dans le chat, oui, la place des langues, elle est importante et on en dira un petit mot. Et la diversité des langues proposées à l'école alsacienne, elle est importante. Évidemment, l'anglais est une langue que tous nos élèves apprennent et qui maîtrisent en général plutôt très bien à l'issue de leur scolarité à l'école alsacienne. Mais on leur propose un certain nombre d'autres langues. Bien évidemment, historiquement, l'allemand est une langue importante à l'école alsacienne. Elle est proposée dès la classe de sixième en langue seconde. Mais on propose aussi du chinois comme langue en cours de cursus en école élémentaire pour l'année de CE1. Et pour nous, c'est important à ce moment-là de l'entrée à la fois dans la lecture, dans la langue française, dans l'écriture de la langue française, d'apporter ce pas de côté avec une langue qui a un autre code, qui propose d'autres gestes et qui ouvre sur une toute autre civilisation. Donc oui, on apprend dans tout un tas de domaines et on soutient cet apprentissage dans tous les domaines. Et on va être attaché à regarder, si vous voulez, des engagements homogènes de nos élèves et essayer de limiter au plus possible leur sélectivité par rapport aux apprentissages. De la même manière, nous n'allons pas étiqueter nos élèves dès leur plus jeune âge en disant bah, tiens, tu as un profil scientifique, tu as un profil littéraire, tu as un profil artistique et point à la ligne et mobilise-toi dans ces disciplines-là. Au contraire, nous allons leur montrer combien c'est extrêmement important de s'engager dans des disciplines qui parfois ne sont pas celles pour lesquelles ils pourraient avoir le plus grand des plaisirs. Pourquoi? Parce que au final, je change de diapo pour illustrer d'une autre manière. Ce qui est important pour nous, c'est que chacun des enfants ou des jeunes qui sont scolarisés à l'école alsacienne puisse se révéler dans le domaine qui lui convient et qu'il soit valorisé dans le domaine qui lui convient. Et on va aussi veiller à prendre appui d'une réussite dans une discipline pour que ce soit un levier dans une autre discipline. Voilà. Savoir s'engager dans un projet collectif de plusieurs heures en art plastique et avoir pu échanger, etc. Ça peut être aussi un levier pour dire à un élève, bah, dans la résolution de problèmes et dans l'échange avec les autres sur les stratégies, tu peux aussi t'y engager. Tu as pu défendre des idées en art plastique, tu dois pouvoir aussi défendre des idées en résolution de problèmes. Donc voilà, on utilise ces idées-là et pour nous, c'est important. Et c'est des choses qu'on fait évidemment avec les langues à l'école primaire, mais qui se poursuit bien évidemment dans tous les domaines au collège et au lycée. Alors justement, au lycée, sur la question de cette diversité des disciplines et de leur prise en charge, le point le plus important, c'est de se dire que on n'est pas du tout un établissement qui considère qu'il n'y aurait qu'une discipline majeure, par exemple les mathématiques, et puis à côté des disciplines très secondaires et pas très intéressantes ou pas très importantes. Pas du tout. Pour nous, chaque enseignement a sa place. On n'est pas un établissement exclusivement littéraire, pas exclusivement scientifique. On aime former des élèves humanistes, on va dire, qui s'intéressent au plus de disciplines possibles, qui ont des goûts divers et qui peuvent se révéler dans telle ou telle discipline. Je pense que cette question-là, elle est fondamentale parce que un élève peut avoir à un moment donné des difficultés dans une matière, mais trouver sa voie, trouver quelque chose qui lui plaît, trouver quelque chose qui compte pour lui dans une autre discipline. Et pour nous, c'est un vrai point d'appui dans la construction d'une personnalité et il sera reconnu dans l'établissement par les qualités dont il fait preuve dans telle ou telle matière. Et même au-delà du scolaire, on établit une continuité avec un certain nombre de possibilités pour les élèves de participer à des ateliers périscolaires. Je pense par exemple aux ateliers théâtre, aux ateliers d'art plastique, etc., qui peuvent aussi être un moyen pour un élève de se révéler, d'apprendre des choses sur lui-même et puis aussi d'être reconnu par ses professeurs et par ses pairs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous semble tout à fait essentiel. C'est pour cela que nous choisissons d'avoir une classe à horaire aménagé musique de la 6e jusqu'à la 3e. Je vais vous en reparler tout à l'heure. C'est parce que c'est un élément justement de reconnaissance au sein de l'établissement
de l'importance d'une activité artistique. De la même manière, c'est pour cela que nous avons une grande diversité dans le choix des langues. Alors pas toutes, hein. Tout à l'heure, on nous interrogeait sur est-ce que nous proposons de l'arabe. On a un atelier périscolaire autour de l'arabe au collège et au lycée, mais nous n'avons pas cette langue dans notre offre. C'est possible de la suivre au lycée en enseignement interétablissement, en allant dans un autre établissement scolaire. On pourra en reparler tout à l'heure, mais on ne peut pas la proposer dans l'école parce que nous avons déjà de l'anglais, bien sûr, pour tous nos élèves, mais aussi du chinois, de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol, du russe, et que cette offre, elle est volontairement riche. Dans certains établissements, on peut se limiter à anglais, espagnol, et puis peut-être un peu d'allemand ou d'italien. Pour nous, il nous semble très important d'offrir cette diversité et d'avoir cette diversité à l'intérieur de l'établissement. Et je parlais des activités périscolaires à l'instant. Là encore, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que ça s'inscrit dans la continuité de ce qui se passe en classe. Il n'y a pas de séparation. Aussi, il y a une séparation, bien sûr, parce qu'il y a des activités scolaires notées, évaluées, etc. Mais en tout cas, avoir un élève qui trouve du plaisir dans une activité de programmation. Nos élèves peuvent avoir des ateliers Magic Maker au sein de l'école ou dans une activité de création d'objets en 3D ou dans une activité artistique. Ça nous semble extrêmement important, presque aussi important, allez, disons-le, que d'avoir un enseignement de français, de mathématiques ou de sciences. Pour terminer, la question de la confiance, Gauthier? Oui, en fait, oui, oui, bien sûr. La confiance, alors, tout à l'heure, ça a été dit par Brice Parent. Évidemment, nous, on préfère la confiance à la crainte. Et un des éléments importants, c'est bien sûr que chaque élève vienne heureux de venir à l'école chaque matin, mais qu'il n'ait ni la crainte de son professeur, ni la crainte de la note, ni la crainte du lendemain. Alors parfois, c'est un petit peu compliqué la crainte du lendemain dans un contexte incertain dans lequel nous vivons, hein, qu'il s'agisse des dérèglements climatiques, qu'il s'agisse du contexte géopolitique particulièrement anxiogène ces derniers temps, des montées des populismes. En revanche, nous allons essayer de construire la confiance avec nos élèves et parmi nos élèves pour leur donner l'occasion de développer leur prise d'initiative et leur responsabilisation. Comment nous nous y prenons au quotidien pour construire et développer la confiance parmi nos élèves? Un premier élément, c'est que nous nous attachons à connaître chacun des élèves. Et pour ça, nous bénéficions d'une équipe éducative qui est large et qui est nombreuse. Nous avons, dès l'école maternelle, des conseillers principaux d'éducation, des adjoints d'éducation. Et donc, on a une équipe d'une vingtaine de personnes qu'on appelle, nous, notre service éducatif. Des enseignants, des personnes qui sont toujours présents à l'école, mais totalement déchargés d'enseignement et qui sont aux côtés des professeurs, aux côtés de l'équipe de direction, pour accompagner le mieux possible les élèves dans leur scolarité. Aux côtés de ces personnes-là, on a fait le choix à l'école alsacienne d'avoir un service psychologique important. 3 psychologues sont là et au même titre que le service médical, constitué d'un médecin et de 2 infirmiers, ils font partie de notre réflexion et de la réflexion que nous portons sur la scolarité des enfants qui nous sont confiés. Ils participent au conseil de classe, ils peuvent échanger avec les parents et avec les enfants qui le souhaitent. Donc, nous construisons la confiance à travers un croisement des regards. Les professeurs, les services éducatifs, les psychologues, les médecins, la direction. Et c'est quelque chose qui est pour nous d'un grand soutien, mais qui est aussi d'un grand soutien pour vous, famille, dans la manière de suivre et dans l'accompagnement de votre enfant aussi dans sa scolarité. Évidemment, c'est absolument essentiel de vous rendre compte et de rendre compte à votre enfant de ses réussites et des défis qu'il a encore à relever, voire de ses difficultés scolaires. Et pour ça, nous avons choisi une évaluation positive des élèves. On appelle ça aussi à apprendre à apprendre. Pourquoi? Parce que le bulletin scolaire qu'on va vous remettre, c'est aussi une façon d'avoir davantage conscience
de ses réussites et des points qu'un enfant ou que votre enfant aura à dépasser dans les périodes ou dans les semaines à venir. Nous allons valoriser ces progrès et nous allons évidemment essayer d'être le plus explicite sur les points sur lesquels votre enfant aura à travailler. Nous mettons en place une évaluation de la maternelle jusqu'en cours de troisième. Brice complétera si c'est nécessaire, qui est non notée. D'accord ? Il n'y a pas de note sur 10, pas de note sur 20, bien qu'elle puisse être parfois utilisée encore dans certaines classes au collège et au lycée, mais au collège en tout cas. Mais au moment où nous revenons vers vous avec des documents d'évaluation, nous utilisons une évaluation des éléments de programme sur une échelle à 4 niveaux, qui est une échelle de progrès, qui peut aller d'une maîtrise insuffisante à une très bonne maîtrise. Et d'ailleurs, plus que cette évaluation des éléments de programme, ce qui est absolument essentiel pour nous, et là-dessus, nos professeurs soignent vraiment cet aspect-là des bulletins, c'est les appréciations qu'ils vont vous confier, parce que c'est dans ces appréciations que vous allez pouvoir voir décrit votre enfant, comment il s'engage dans la discipline, le voir encouragé, le voir soutenu, et voir les conseils qui vont lui être donnés pour encore mieux réussir. Apprendre à apprendre, pour nous, c'est quelque chose d'absolument important, et ça se passe aussi dans le cœur de la classe. Évidemment, je vous ai parlé de connaissances, là, dans la diapo précédente, qui sont évaluées, ou de compétences, et nous allons aussi pousser nos élèves à développer leur méthode et leur stratégie d'apprentissage. Et vous avez sur cette illustration un travail avec des élèves de maternelle, qui travaillent autour du nombre. Mais c'est important de les voir échanger et de soutenir leur acquisition des méthodes et des savoir-faire. Et à travers cette manière de faire, nous soutenons le développement de leur esprit critique et finalement leur goût pour des démarches actives de recherche, d'investigation, afin qu'ils soient également, eux, acteurs de leurs propres apprentissages. Et il nous semble que être capable de pouvoir prendre des éléments d'une stratégie proposée par un camarade, être capable d'en exposer une, c'est aussi pouvoir développer sa propre confiance et donc être plus sûr de soi, développer son estime de soi et développer sa confiance et la confiance qu'on peut porter dans ses apprentissages. Ce travail-là de confiance, il se poursuit aussi avec le rôle des parents qu'on propose à l'échelle de l'établissement. Brice, je te laisse en dire un Oui, mot. non, juste un mot, c'est l'idée que non seulement les parents, les élèves également, leurs initiatives, leurs propositions sont toujours accueillies de façon bienveillante, et à chaque fois qu'on peut les impliquer dans le fonctionnement de l'établissement, nous le faisons. Pour ce qui concerne les parents, comme Pierre de Panafieux l'a dit, on est un établissement fondé par des parents d'élèves, et donc leur rôle est très important. Quant aux élèves, on apprécie qu'ils considèrent notre établissement comme un lieu dans lequel ils peuvent concrétiser des projets qu'ils souhaitent réaliser. Et là, vous avez une des instances de notre établissement, qui est le comité quadripartite, qui réunit chaque mois des élèves, des parents d'élèves, des professeurs et la direction de l'établissement, et qui fait de très nombreuses propositions. C'est un comité consultatif, mais qui est extrêmement actif et qui fait vivre et évoluer notre école. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que, vous l'avez compris, ce que nous proposons, c'est une éducation laïque, bienveillante, une éducation parce que nous considérons que la transmission des savoirs n'est pas une fin en soi. Elle doit être au service d'une vision d'éducation, une éducation qui est partagée, bien sûr, une coéducation qui se fait en lien avec les familles. Nous considérons aussi que la question de la laïcité est absolument fondamentale. C'est un point, bien sûr, que nous partageons avec les établissements publics. La laïcité vue comme quelque chose qui permet le dialogue, le débat, quelle que soit sa vision des choses, et comme une ouverture sur les autres,
et comme un élément de tolérance absolument indispensable. Et puis, bien sûr, la question de la bienveillance nous semble fondamentale. On essaye d'être un lieu dans lequel il y a le moins de tensions possible entre les uns et les autres, un lieu apaisé où la transmission des savoirs peut se faire de la meilleure des façons. Alors, on va vous donner, avant de reprendre un certain nombre de questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas pu encore apporter de réponses et puis de laisser toutes les autres questions, on va vous donner un certain nombre d'informations très pratiques, en commençant par les horaires, Gauthier. Oui, peut-être pour vous dire, effectivement, c'est important que vous ayez ces éléments-là parce que vos enfants peuvent venir d'écoles publiques qui, à Paris, travaillent sur 5 jours, d'écoles qui travaillent sur 4 jours. Et c'est l'occasion aussi de vous dire que votre enfant peut arriver à l'école alsacienne en venant de tout type d'école. C'est clairement pas un sujet pour nous. Ce qui est important, en revanche, pour la maternelle, c'est que votre enfant il corresponde à l'année de naissance des années en cours, à moins d'avoir, si votre enfant a fait un passage de niveau ou pas, ou qu'on ait effectivement un certificat de scolarité de l'école en cours qui nous précise bien le niveau dans lequel il est scolarisé. Alors, l'école alsacienne, en primaire, donc de la petite section classe de CM2, organise le temps scolaire sur 4 jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Nous ouvrons les portes de l'école à 8h20 et en élémentaire, la classe se termine à 16h30. En maternelle, elle se termine à 16h20. Il y a une pause méridienne de 2 heures, entre 11h30 et 13h30. Des récréations le matin et l'après-midi, comme dans toutes les écoles. Et j'ai envie de vous dire, comme ce qui est indiqué conformément au programme de l'éducation nationale. Et c'est parce que nous appliquons évidemment les programmes de l'éducation nationale. J'en profite pour vous dire sur les horaires, parce que j'ai vu la question passer dans le chat, la question de l'anglais. L'anglais débute, comme c'est aujourd'hui prévu par les programmes de l'éducation nationale, débute en CP et nous respectons la dotation horaire de l'anglais dès le CP, c'est-à-dire 1h30 par semaine pour chaque élève du CP au CM2. Et qu'effectivement, nous avons un dispositif un peu particulier à partir du CE1, c'est que nous regroupons nos élèves locuteurs natifs, donc des enfants qui ont comme langue maternelle l'anglais parmi leur langue de naissance. Dès le CE1, c'est un enseignement qui se substitue dans ces cas-là au cours d'anglais et c'est donc le même temps horaire, c'est 1h30 par semaine. Et dans ces cas-là, il y a un regroupement de classe. On a environ en fonction des années, entre 12 ou 15% de nos élèves qui, du CE1, et c'est le cas ensuite jusqu'à la terminale, participent à ces cours dédiés pour locuteurs natifs. Ce n'est pas un groupe de niveau, parce que d'ailleurs, on peut avoir dans ces groupes-là des élèves qui peuvent avoir des besoins éducatifs particuliers, qui peuvent être en difficulté dans le passage à l'écrit, etc. C'est les enfants qui ont cette spécificité-là d'être anglophones autant que francophones de naissance. Nous proposons en fin de journée, à partir du CP, des études encadrées jusqu'à 18h. Donc, votre enfant peut rester à l'école jusqu'à 18h. Et dans ces cas-là, il est encadré par des personnels de l'école alsacienne, dans un groupe en effectif réduit, et il est engagé et soutenu pour faire ses devoirs. Et nous proposons le midi, pour l'élémentaire, et en fin de journée de 17h à 18h, des ateliers périscolaires. Brice Parent, on en a parlé un peu tout à l'heure. On a des ateliers qui peuvent aller de la cuisine à différents sports, l'escrime, le volleyball, le basket, à des activités scientifiques. On peut faire à de l'art, de la chorale, j'en passe et des meilleurs. On a des changements. Allez voir notre site internet parce qu'on a un certain nombre de propositions qui sont faites. Pas de cours le mercredi matin. Et en revanche, nous vous proposons, pour ceux qui le souhaiteraient, entre 9h et midi, un certain nombre d'ateliers périscolaires également, qui sont ouverts à partir de la classe de moyenne section. Voilà un peu pour l'organisation des horaires en maternelle et élémentaire. Brice, pareil pour le collège et le lycée? Oui, alors nous avons des horaires très classiques pour le collège et le lycée. Nous travaillons tous les jours du lundi jusqu'au vendredi. Il n'y a pas de cours jusqu'à présent le samedi matin ni pour les collégiens ni pour les lycéens.
Ça changera peut-être un jour, mais pour l'instant, on y arrive. Cours évidemment le mercredi matin et pas le mercredi après-midi. Les horaires, la plage horaire, enfin l'étendue horaire, c'est 8h à 17h. Vous savez qu'au collège comme au lycée, il n'y a pas de régularité absolue. Il peut y avoir des variations d'un jour à l'autre. Et pour les sixièmes, on essaye de faire en sorte qu'ils commencent plutôt à 9h, mais on n'y arrive pas toujours, les sixièmes et les cinquièmes. Et pour le lycée, ça peut aller un petit peu au-delà de 8h, 17h. En particulier, toutes les options du lycée se situent souvent après 17h, parfois jusqu'à 19h. Pour l'option art plastique, ça peut même aller jusqu'à 20h, enfin, tout à fait 20h, 19h40. Et il y a évidemment une pause méridienne tous les jours. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette question des horaires. Et si on continue avec les enseignements qui sont proposés pour le collège et le lycée. Donc là, vraiment, je parle que du collège et du lycée. Alors, c'est des informations qui sont très importantes parce qu'elles vont déterminer la constitution enfin, le type d'inscription que vous faites. La première question à se poser pour les élèves qui sont candidats en sixième, en cinquième, en quatrième et en troisième, c'est est-ce que vous demandez à faire partie de la classe musicale ou non? Qu'est-ce que c'est que la classe musicale? C'est une classe à horaire aménagé musique qui est avec un effectif réduit et qui permet de concilier une pratique musicale exigeante avec un enseignement scolaire tout à fait classique et de qualité. Pour permettre cela, ça veut dire que nous concentrons les cours sur les matinées et le début d'après-midi. En général, quand on peut, entre 8h le matin et 15h l'après-midi. Si jamais il y a des options, des choix supplémentaires, ça peut aller un petit peu au-delà. Mais la fin de l'après-midi, enfin la suite de l'après-midi est totalement dégagée, ce qui permet aux élèves de pratiquer leur instrument et puis ensuite d'avoir leur cours d'instrument au conservatoire ou dans une école de musique, puisque c'est un préalable indispensable à la demande d'inscription en classe à horaire aménagé musique, que d'être déjà inscrit dans un conservatoire ou dans une école de musique. Et le plus important, c'est d'avoir bien cette envie, ce souhait d'accorder une importance toute particulière à la musique dans sa vie de tous les jours, puisque le principe de cette classe musicale, c'est de permettre d'accorder davantage de temps à l'instrument que l'élève pratique. Que vous dire d'autre sur la classe musicale? Je vous ai dit l'essentiel. Je vous avais dit aussi en début que nous avons proportionnellement au nombre de candidats un tout petit peu plus de places disponibles, tout simplement parce que c'est fonction du nombre d'élèves de notre école primaire qui souhaitent intégrer cette classe musicale. Et donc, chaque année, nous avons entre 10 et 15, on va dire, places disponibles en classe à horaire aménagé musique à l'entrée en sixième. Alors, je vois qu'il y a quelques questions sur la CHAM, je peux peut-être essayer d'y répondre tout de suite. Est-ce que il faut un niveau minimum de conservatoire? Non. La question n'est pas d'avoir un niveau minimum, si ce n'est un niveau minimum qui permet de valider l'engagement de l'élève dans sa pratique musicale et son envie d'y consacrer du temps, d'avoir ce projet tout au long du collège, parce qu'une fois qu'on est en classe musicale, on reste en classe musicale en sixième, en cinquième, en quatrième et en troisième. Donc, un parfait débutant, ça va être impossible de l'inscrire en classe musicale parce que il ne pourra pas mesurer, personne ne pourra mesurer cette envie et ce souhait. Donc voilà, l'importance du niveau se voit plutôt comme cela, comme la validation d'une envie, d'un goût prononcé. On accepte, c'est une question dans le chat, les profils CHAM en chant, aucun problème. C'est même tout à fait, enfin c'est bien parce que là aussi ça permet d'avoir de la variété dans les pratiques musicales. Et puis une question aussi sur les débouchés, hein.
nous n'avons pas de classe à horaire aménagée musique au lycée, ce qui signifie que un tout petit nombre de nos élèves font le choix en fin de troisième d'aller vers un autre établissement qui, lui, propose une classe à horaire aménagée musique pour le lycée. L'immense majorité de nos élèves restent à l'école alsacienne et poursuivent leur parcours scolaire classique. Ça veut dire qu'ils réduisent un petit peu leur temps de pratique musicale. Mais en attendant, pendant 4 ans, ils ont eu vraiment la possibilité de pratiquer leur instrument et de progresser de manière très significative, ce qui fait une très grande différence par la suite. Je reviendrai sur ce point s'il y a d'autres questions. Donc ça, c'est vraiment un point central puisque les candidatures seront traitées de façon différente. D'un côté, les candidats en classe musicale, de l'autre, ceux qui ne postulent pas en classe musicale. Et là aussi, il y aura une modalité d'audition un tout petit peu, enfin d'entretien un tout petit peu différent, puisque l'entretien se fait avec un des professeurs de musique, et ce professeur de musique va justement valider l'engagement de l'élève dans sa pratique musicale. Voilà pour les classes à horaire aménagées musique. En ce qui concerne les langues, là aussi, nous avons eu beaucoup de questions dans le chat à ce sujet. Alors, l'anglais n'est pas une question, vous l'avez compris, tous nos élèves font de l'anglais en première langue vivante tout au long de leur scolarité. Et si jamais ils sont locuteurs natifs, c'est-à-dire si jamais ils parlent anglais à la maison depuis toujours, ils ont un cours spécifique pour eux qui se substitue au cours classique. Voilà pour l'anglais. Et pour la deuxième langue vivante, les choix que nous proposons, c'est le chinois, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Avec un point précis, important, c'est que pour le chinois et l'allemand, le parcours commence en 6e. Nos élèves commencent le chinois et l'allemand dès la 6e. Et ils continuent jusqu'en terminale. C'est un engagement ferme, définitif, de la 6e jusqu'à la terminale. Mais c'est un élément de choix que vous devez faire au moment de l'inscription si vous demandez une inscription en 6e. Pour l'italien et l'espagnol, l'enseignement de ces deux langues ne se fait qu'à partir de la 5e. Ce qui veut dire que à l'entrée en 6e, vous pouvez dire soit chinois, soit allemand, soit simplement de l'anglais, puisque dans ce cas-là, il n'y aura que de l'anglais. Et le choix de la deuxième langue se fera à la fin de l'année de 6e, soit pour l'italien, soit pour l'espagnol. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ce sont des engagements sur la durée, parce qu'évidemment, on ne va pas changer de langue année après année. Donc, ce sont des choix importants que vous devez faire en concertation avec vos enfants. Le russe est effectivement proposé. Le russe, alors, j'insiste moins sur le russe parce que, vous l'avez compris, pour la question de la deuxième langue vivante, chinois, allemand, ou alors pas de deuxième langue vivante, hein, espagnol ou italien, à l'entrée en 6e, ça sera pour moi des voies d'inscription différentes. C'est-à-dire que je peux avoir un certain nombre de places disponibles à l'entrée en 6e en chinois, en espagnol, et puis, en allemand, et puis un nombre très différent pour ceux qui prendront de l'anglais seul. Donc, c'est un facteur qui entre en ligne de compte dans la sélection des élèves. À l'inverse, le russe, donc le russe, c'est une langue que nos élèves peuvent suivre à partir de la 5e. Elle a un statut un petit peu bizarre. C'est une 3e langue vivante, mais que pour des raisons historiques, nous avons fait le choix de conserver, d'enseigner dès l'année de 5e, et qui se poursuit tout au long de la scolarité. Mais pour moi, c'est pas un critère de sélection des élèves, parce que j'ai de la place en cours de russe, et donc peu importe que l'élève demande ou ne demande pas à suivre ce parcours. Voilà, donc j'insiste sur les deux critères de sélection, deux choix qui ont une influence sur la sélection des élèves, la classe musicale et le choix de la LV2, en particulier s'il s'agit du chinois ou de l'allemand. L'offre de l'école est plus vaste que cela. Je parlais du russe à l'instant qui commence dès la 5e. Nous proposons aussi en 3e langue vivante de l'espagnol à partir de la 2e. Alors ça, c'est un point intéressant. Ça veut dire que
vous pouvez tout à fait choisir pour votre enfant un enseignement d'allemand ou de chinois, j'en parlais tout à l'heure, dès la sixième, et il pourra quand même apprendre l'espagnol à partir de la seconde, et donc faire de l'espagnol en seconde, en première, en terminale, 3 années qui permettent d'obtenir un bon niveau d'espagnol. Nous avons aussi Brice, des enseignants. Oui. Brice, peut-être préciser que ça concerne tous les élèves, CHAM et non CHAM. Je pense que c'est Ah important oui, parce tout qu'on à a des fait. questions dans le CHAM. Oui, oui. Alors, merci pour cette précision. Et la question est d'importance parce que dans la plupart des établissements scolaires, quand on est en parcours classe horaire aménagée musique, on ne peut pas avoir d'options en plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de latin, on ne peut pas faire une troisième langue vivante, on ne peut pas faire un certain nombre de choses. Dans notre établissement, nous faisons le choix de proposer l'ensemble de ces options, y compris aux élèves qui sont en CHAM. Alors évidemment, ça va avoir tendance à occuper un petit peu les après-midi et donc à diminuer la disponibilité des élèves. Parce qu'on ne peut pas faire de miracle. Il faut bien que les heures de cours apparaissent à un moment ou à un autre. Je continue sur les langues. De la seconde jusqu'à la terminale, nous proposons ce qui s'appelle des DNL, disciplines non linguistiques, c'est-à-dire un enseignement qui peut se faire soit en chinois, en allemand ou en anglais, d'une autre discipline. Le plus souvent, c'est l'histoire et géographie, mais ça peut être aussi les sciences de la vie et de la terre. Donc ça, c'est un enrichissement du parcours. Tout le monde ne peut pas le faire parce que, en général, on a un peu trop de candidats par rapport au nombre de places disponibles, mais ça peut être tout à fait intéressant, là encore, pour les élèves qui sont au lycée. Et ça permet aussi d'avoir un baccalauréat avec la mention section européenne ou avec la mention section orientale. Bien sûr, nous proposons des enseignements de latin et de grec, et puis des enseignements artistiques pour les classes du lycée. Peut-être un tout petit mot sur les spécialités. Les spécialités, c'est uniquement pour les élèves qui sont en première et en terminale. L'information qu'il faut retenir, c'est que nous offrons une assez grande diversité des enseignements de spécialité. Vous les voyez ici, vous retrouvez cet élément d'information sur notre site internet. Là encore, alors là vraiment, pour le coup, c'est un élément de sélection des élèves parce que à l'entrée, donc là je parle de l'entrée en première et en terminale, les spécialités c'est uniquement en première et en terminale, mais en fonction, je peux avoir des places en première et en terminale, mais mes élèves vont avoir choisi telle ou telle spécialité, et donc en fonction de ces choix, j'aurai des places disponibles ou pas dans telle ou telle spécialité. Alors, comme vos enfants ne sauront pas maintenant quels sont leurs choix de spécialité, on vous interrogera plus tard dans l'année sur ces choix. Donc, il n'y a pas d'urgence à remplir ça dans le questionnaire. On reviendra vers vous un petit peu plus tard dans l'année. On peut terminer, avant de prendre vos questions, par le calendrier des inscriptions, Gauthier? Le calendrier, oui, oui, peut-être. Et ce sera peut-être dans le calendrier, on va essayer aussi de vous parler un petit peu du déroulé des tests et des entretiens, parce qu'on a vu plusieurs fois ces questions à travers le chat. Alors évidemment, vous pouvez vous informer, vous pouvez revoir nos réunions si celle-ci ne vous suffit pas. Elles sont en ligne, je crois, depuis 2019 sur le site de l'école. N'hésitez pas. Dès jeudi matin, donc le 16 novembre, et ce jusqu'au mardi 2 janvier 2024, vous pouvez remplir le formulaire en ligne. Qu'est-ce qu'on vous demande dans le formulaire en ligne? Bien sûr, quelques questions administratives. On a besoin des pages du livret de famille, celles de votre enfant et celles de ses parents, c'est absolument essentiel. Et on vous pose deux questions importantes dans ce formulaire. Un, qu'est-ce que vous attendez de l'école de l'enfant et qu'est-ce que vous attendez de l'école alsacienne pour votre enfant? Et la seconde question importante, c'est de nous décrire le profil de votre enfant. Si votre enfant bénéficie d'un accompagnement où il y a un PAI qui demande un aménagement spécifique, il est accompagné par un AESH, etc., etc. Pour tout ça, c'est des choses qui sont demandées très tôt dans le formulaire et qu'il faut clairement nous indiquer, d'une part, pour savoir si on doit aménager les tests et éventuellement, d'ailleurs, en amont des tests, pour des niveaux où on ne rencontrerait pas les parents, il nous arrive de vous rencontrer et de vous faire rencontrer aussi ou notre médecin scolaire en fonction des besoins ou notre psychologue scolaire pour s'assurer des adaptations et de voir quelle école alsacienne on pourra évidemment
bien les mettre en œuvre. Ensuite, moi, je vous parle donc de la maternelle et de l'élémentaire. Je vous ai déjà un petit peu parlé des classes de moyenne section et de CP. Dès que vous aurez candidaté en ligne, dans les jours qui suivent, il faut laisser nos assistantes s'assurer que les candidatures sont bien arrivées, qu'elles sont conformes à ce qui est attendu, que la date de naissance de votre enfant est bien celle qui correspond à l'année, que le livret de famille est bien là. Vous recevez on vous envoie un lien qui vous permet de prendre un rendez-vous avec moi, et ces rendez-vous ont lieu jusque fin janvier, début février. Ils peuvent durer parfois jusqu'à la fin du mois de février en fonction de mon organisation. Et donc, quand vous avez complété l'application et que vous avez eu ce rendez-vous, les 2 étapes sont faites et il n'y a plus qu'à attendre maintenant ensuite la fin du mois de mars pour avoir la réponse. Pour l'entrée en CM1, les choses sont évidemment différentes. Vous complétez l'application et ensuite, nous invitons tous les élèves. Il n'y a pas de sélection sur les dossiers pour le test à l'entrée en CM1. C'est la même chose d'ailleurs pour le test à l'entrée en 6e. Brice le précisera à nouveau tout à l'heure. Nous invitons tous les élèves et nous les invitons. La date est déjà fixée, le mercredi 13 mars après-midi. Grosso modo, ils viennent pour 14 heures et on vous les rend à 16 heures. Les enfants sont reçus en petits groupes de 5 ou 6 par un de nos professeurs de l'école primaire. Ils ont à la fois un test écrit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce test écrit qui est à la fois en français et en mathématiques? On l'interroge sur des connaissances, sur des compétences du milieu d'année de CE2. Voilà, ce que font nos élèves, nous, dans nos classes en CE2. Et je vous rappelle que nous respectons les programmes de l'éducation nationale. Donc, souvent, des parents me disent, mais ça veut dire qu'en CE2, ils ont un niveau beaucoup plus avancé. Non, non, non. En CE2, on respecte les programmes du CE2. Et donc, le test qu'on propose, c'est grosso modo ce que votre enfant sera en train de faire dans sa classe au niveau des mathématiques et au niveau du français, dans l'école dans laquelle pas de préparation spécifique, ça sert absolument à rien. On réécrit nos tests tous les ans. Il faut que votre enfant il vienne. La préparation qui est essentielle, c'est que son matériel, qu'il ait une trousse avec du matériel, qu'il puisse écrire, une gomme, une petite règle, un double décimètre suffit largement, un crayon de papier, quelques crayons de couleur parce qu'on lui demande des fois de dessiner, de colorier, etc. Et ensuite, au cours de ces 2 heures, au même temps qu'il fait le test écrit, il a un entretien aussi avec un de nos professeurs. Et on s'appuie on s'appuie toujours sur un texte qu'on lui fait lire, et qui est aussi de niveau CE2, et qui nous permet aussi de lui poser des questions pour un peu mieux le connaître. Et on se pose la question à la fin, voilà, de se dire est-ce qu'on verrait bien cet enfant s'intégrer dans nos classes, profiter de nos apprentissages, et est-ce qu'on le sent motivé pour venir s'engager à l'école. Pas de préparation, et si quelqu'un vous dit qu'il a la préparation et qu'il sait comment faire, ne le croyez pas, ça n'existe pas, et que votre enfant vienne naturel, serein, et on essaye de faire que pour tous, qu'ils soient ensuite des élèves de l'école alsacienne ou qui ne soient pas retenus à l'école alsacienne, que ce soit une après-midi la moins stressante et la plus agréable possible pour eux. Et de la même manière que pour l'entrée en maternelle et en CP, on vous donnera les réponses à la fin du mois de mars 2024. Petite précision, il arrive parfois que vous candidatiez depuis l'étranger, que vous candidatiez depuis une école en région, ou que votre enfant soit à ce moment-là en séjour de classe de découverte. Il suffira de nous informer, et dans ces cas-là, on bascule le test et l'entretien en visio, et en général, c'est moi qui réalise ces entretiens et ces tests. De la même manière, je m'appuie sur un texte que je partage à l'écran avec les enfants, que je leur fais lire. C'est toujours aussi l'occasion de leur poser une ou deux questions sur leur vie scolaire, et de les entendre et de les évaluer de la même manière que si un enfant était venu pour le test. Et je précise, parce que je vois la question dans le chat ici, quand je rencontre les familles pour l'entrée en maternelle, donc je rappelle pour la moyenne section au pôle CP, je ne rencontre pas les enfants. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de quelques éléments de scolarité. Et voilà, d'autres établissements le font certainement et le font très bien à leur manière. Nous ne savons pas effectuer une sélection avec des élèves que nous recevrions sur des élèves qui ont 4, 5 ou à peine 6 ans.
Voilà pour ce qu'il en est de l'organisation des inscriptions pour la partie primaire. Brice, à l'entrée en sixième et pour les autres niveaux. Alors, pour l'entrée en sixième, le parcours et pour les autres niveaux, le parcours est à peu près le même. Une fois le formulaire d'inscription rempli, nous vous indiquerons les dates des entretiens. En fait, on va vous mettre en lien avec un des membres des équipes de l'école alsacienne, le plus souvent un professeur de l'école alsacienne, qui contactera votre enfant pour réaliser la visio avant la fin du mois de février et qui nous fera un petit retour donc sur cet entretien, ce qui nous permettra ensuite d'effectuer une sélection des élèves. Donc ça, c'est le deuxième temps. Nous ferons la sélection des élèves pour les entrées en sixième et en seconde pendant les vacances d'hiver, et donc on devrait pouvoir donner des réponses au mois de mars. Et nous prenons un peu plus de temps pour les autres niveaux, pour une raison très simple, c'est que nous n'avons pas de visibilité sur le nombre de places disponibles. Il faut que les familles qui sont déjà à l'école et qui envisagent de déménager nous en fassent part, enfin de ne pas réinscrire leurs enfants. En général, c'est pour des causes de déménagement. Et donc, nous attendons les vacances de printemps pour effectuer la sélection des élèves et vous donner des réponses au mois d'avril, si tout va bien, 2024. Voilà pour ce calendrier des inscriptions. Je donne une dernière précision concernant les entretiens que je réalise avec les familles pour l'entrée en maternelle et en CP. Ce sont des entretiens qui ont tous lieu en visio. Je vois parmi les questions, on va pouvoir passer aux différentes questions que vous avez. Est-ce que on peut prendre en compte des candidatures précédentes? Oui, en général, c'est une information dont on dispose, hein, on vous le demande, et c'est vrai que le fait de candidater chaque année, on a un peu de sympathie pour ces candidatures multiples. C'est pas le critère premier, bien évidemment, mais en tout cas, nous prenons en compte cet élément. Alors, dans toutes ces Question, Brice, je crois questions... qu'il y a des personnes qui ont levé la main. Ah oui. Alors, il va falloir que j'active les micros dans ce cas-là. On peut essayer. Mais là, je ne peux pas. Donc, je vous invite peut-être plutôt à utiliser le poser des chat. questions. alors, Il y a le chat. peut-être, moi j'ai vu une question. Brice, est-ce que tu peux repréciser pour l'entrée en sixième qu'il s'agit bien de tests en français et en mathématiques? La question est revenue plusieurs reprises. Oui, oui, tout à fait. Comme pour l'école primaire, les tests sont dans ces deux disciplines, français, mathématiques, sur le programme de CM2 au moment où les tests sont passés. Donc, il y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Les questions sont tout à fait... votre enfant peut y arriver. Après, voilà, il peut être aussi un peu stressé ce jour-là, ça peut moins bien marcher. Et je crois que le plus important, vraiment, vous avez vu les chiffres, nous avons beaucoup de candidatures, 1500 candidatures l'année dernière pour un tout petit nombre de places disponibles. Donc, surtout, il faut dédramatiser s'il n'est pas sélectionné à l'entrée à l'école alsacienne. Ils ont, on pense tous leur place dans l'établissement. On aimerait pouvoir accueillir beaucoup plus d'élèves. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc vraiment, dites-leur que s'ils ne sont pas pris à l'issue du processus de sélection, ce n'est certainement pas à cause de leur entretien, de leur test. C'est simplement que nous sommes contraints d'effectuer
une sélection enfin voilà, une sélection trop forte et donc forcément un petit peu injuste. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur le chat. On a essayé d'y répondre avec Thomas, mais je ne suis pas sûr qu'on les ait toutes vues. Donc, on va les... Je peux répondre à une question que je vois. Est-ce que, oui, les entretiens à l'entrée en CM1, ce sont bien des entretiens individuels. On regroupe nos élèves par groupe de 5 ou 6, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une classe au moment du test écrit, et l'entretien oral est vraiment individuel. C'est la session d'organisation du test qui font qu'ils sont regroupés par 5 ou 6. Voilà. On a une question sur est-ce que les auditions, Brice, est-ce que les auditions pour l'entrée en CHAM se font en visio ou pas? Alors, normal, je vous donne la réponse sous réserve. Euh, les professeurs de musique préfèrent que les auditions se fassent en présence. Donc, si tout va bien, on va les organiser en même temps que les tests écrits pour que ça soit simple pour tout le monde. C'est ce qui devrait se passer, mais vous recevrez toutes les informations nécessaires d'ici à ce moment-là. Il y a une question sur le nombre de candidats à l'entrée en CHAM en 6e. Alors, ça va dépendre évidemment, on ne connaît pas les chiffres pour cette année. Pour l'année dernière, vous l'avez en tête, Brice? Oui, on avait une soixantaine de Une soixantaine. candidats, voilà, une soixantaine de candidats à l'entrée en classe à horaire aménagée musique en 6e. Et on avait, comme je le disais tout à l'heure, je sais plus de mémoire, mais un peu plus de 15 places disponibles pour les élèves à l'entrée en CHAM en 6e. Très bien. Donc, le nombre de places que nous avons en CHAM dépend du choix, évidemment, des familles qui sont d'ores et déjà en CM2 à l'école. Donc, là aussi, on Bien n'a sûr. pas une visibilité complète. Et sur la CHAM, il y a encore une question, Brice. Est-ce que si l'enfant n'est pas pris en CHAM, il peut passer en filière classique? C'est très important d'y répondre. Non, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des filières séparées parce que donc vous avez vu, on a beaucoup de candidats et donc pour nous c'est compliqué si on fait un entretien en vue d'une candidature classe horaire aménagée musique et qu'on ne retient pas cette candidature. Dans le même temps, on aura retenu des candidatures en classe normale. Donc voilà, c'est un des éléments et un des critères dans la sélection à voir un petit peu en amont. Et pour ça, il faut avoir un vrai engagement, une vraie envie de faire en sorte que votre enfant s'inscrive en classe à horaire aménagée musique. Je crois que c'est ça le point principal, plutôt que d'en faire une stratégie pour l'inscription à l'école SSM. Alors, il y a une question sur la part de chaque modalité de sélection dans le choix des élèves, dossier scolaire, entretien et test. Alors ça, c'est pour la classe de 6e. Donc, le dossier scolaire compte pour la moitié de la note, l'entretien pour un quart de la note et les tests en français et en mathématiques pour un quart de la note. Je continue. Enfin, je réponds à une question qui a été posée il y a 1 heure. Donc, oui. Désolé pour le retard. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. On essaye en effet de répondre au plus de questions possibles. Il y avait plusieurs questions concernant les bourses et les scolarités aidées, notamment est-ce qu'il existe un barème, Oui. à partir de quel niveau de revenu est-il envisageable de demander une scolarité aidée, et puis des questions aussi sur nos établissements partenaires pour les bourses Charcot et leurs projets pédagogiques. Est-ce qu'ils ont des projets pédagogiques similaires à l'école alsacienne? Alors, ça fait beaucoup de questions sur la question des bourses. Si tout va bien, on devrait mettre en ligne sous peu une petite calculette qui permettra de voir à quel type de bourse vous pouvez prétendre. C'est pas encore en place, donc ne vous précipitez pas sur le site ce soir, mais j'espère que dans les prochains jours, on arrivera à faire ça. En ce qui concerne les partenariats, c'est des partenariats avec des établissements publics qui ont beaucoup de points communs avec l'école alsacienne, mais qui ont aussi des différences. Mais il y a ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une volonté très forte
des équipes pédagogiques, la nôtre et les leurs, de travailler ensemble et de permettre en plus à certains de leurs élèves d'intégrer notre établissement. Comment l'école s'adapte-t-elle à la vague des IA génératives et sur l'impact sur le développement des élèves? Qui répond? Alors, on peut écoutez, peut-être demander à ChatGPT une réponse. oui, on va demander à ChatGPT son avis. Je dirais que depuis des années, voilà, l'innovation en matière de numérique ou technologique d'une manière plus générale a toujours créé une influence positive et négative, ça dépend, sur l'enseignement. Le tout, c'est de prendre cela en compte, de l'intégrer à la formation des élèves, d'en faire quelque chose de positif. Et il en sera, je pense, de même des intelligences artificielles, comme il en a été du numérique. Il y a une question qui va un petit peu dans ce sens-là. Là, si je prends les questions dans l'autre sens, on va peut-être se rejoindre. La question, c'était Va-t-on vers est-ce plus de que numérique voilà, c'est ça. ou Est-ce qu'on moins de va vers numérique? plus ou vers moins de numérique? La question, c'est vraiment d'en faire un outil pertinent, bien maîtrisé par les élèves, bien maîtrisé par les parents aussi, parce que qu'on le veuille ou non, nos enfants utilisent et utiliseront des outils numériques. À eux d'en faire une utilisation pertinente. Et s'ils ne sont pas éduqués dans ce sens, la probabilité est assez forte que l'utilisation ne soit pas très pertinente. On en a beaucoup d'exemples. Donc voilà, on en fait un vrai sujet d'échange avec les familles. Et donc, plus de numérique, non, il n'y a pas de raison. On en a une bonne utilisation avec les élèves à chaque fois que c'est nécessaire et intéressant. Une question sur l'initiation à la philosophie. Alors, je crois que Thomas y a répondu en disant qu'il y avait une initiation à la philosophie en seconde et que ensuite, évidemment, ça fait partie de l'enseignement de spécialité de première pour ceux qui le choisissent, et puis c'est un enseignement pour tout le monde en terminale. Derrière ça, derrière cette question, je pense qu'il y avait l'idée d'atelier philosophique qu'on peut proposer dans certains établissements dès l'école primaire, au collège. On y réfléchit, on n'a pas encore trouvé la bonne modalité pour faire ça, même si, en fait, ces questions-là, en heure de vie de classe, en éducation civique, ça fait pleinement partie des enseignements qui existent déjà. Mais voilà, on cherche un petit peu la manière de faire. Des questions sur les possibilités pour les élèves de passer un bac étranger, alors un bac ou donc là, non, nous préparons les élèves au baccalauréat français qui leur permet d'accéder aux universités à l'étranger sans difficulté. Alors Donc, là, je vois plusieurs questions. Oui. Ah pardon, peut-être Thomas, c'est toi qui as le mieux suivi Non, tout ça. mais de nouvelles questions nombreuses sur les critères de sélection pour d'autres niveaux que la 6e. Est-ce que vous pouvez préciser les tests en seconde, en plus de l'entretien et du dossier? Voilà, il y a pas mal de questions. Pour toutes les autres classes, pour le collège et le lycée, c'est le dossier scolaire, c'est-à-dire les évaluations qui sont faites par l'établissement et qui comptent pour 2/3 de la note, je parle sous votre contrôle, Brice, et un tiers pour l'entretien. Tout à fait. Et on a plusieurs. Beaucoup de questions sur la possibilité de visiter l'établissement. Oui. Alors non, ce n'est pas prévu. L'école est ouverte pour les Journées européennes du patrimoine et nous avons rencontré pas mal de parents intéressés par l'école, mais nous n'avons pas prévu de journée porte ouverte. En revanche, au moment des tests pour les élèves de 6e, pour les élèves
CM1, de CM1, oui c'est ça, entrer en sixième, entrer en CM1, évidemment les élèves vont découvrir notre établissement. Et en CM1, les parents rentrent aussi dans l'établissement parce qu'ils accompagnent les enfants jusqu'à la cour, une des cours de l'établissement. Donc, vous aurez une petite idée de l'école. Et si votre enfant si sa candidature est retenue et qu'il est élève à la rentrée en septembre 2024, nous vous inviterons à la fête de l'école qui aura lieu le 15 juin 2024. Alors, Et alors, il y a une question qui me semble aussi importante, qui est revenue 2 ou 3 fois, c'est de savoir, est-ce que la réunion de demain soir sera la même? Alors, oui, oui, tout à fait, on s'appuie sur la même présentation et sur le même discours. Le projet de cet établissement qui fête actuellement ses 150 ans ne devrait pas changer d'ici demain soir. et par contre, les questions seront différentes. Donc, mais ne venez pas 2 soirs de suite. Hein, vraiment, voilà, vous n'allez pas apprendre d'autres choses. Ça permet simplement, en fonction des agendas de chacun, d'être disponible pour une ou l'autre de ces soirées. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme question auxquelles on n'aurait pas répondu? Si, peut-être reposer, parce que là, elle est revenue plusieurs fois. Sur qu'est-ce que c'est que l'entretien à l'entrée en sixième, pas le test, mais l'entretien? L'entretien, quelqu'un disait, c'est un entretien de motivation, c'est un petit peu ça. Alors, les professeurs s'adaptent à l'âge des élèves. C'est-à-dire que en général, en sixième, l'une des choses qu'ils vont pouvoir demander, c'est de lire un texte et de prendre ce texte comme point d'appui ensuite d'un échange et d'une discussion. Parce que parfois, en sixième, les élèves peuvent avoir un petit peu de mal comme ça à répondre d'emblée à des questions et ça permet de commencer la discussion. Mais ce qui va intéresser nos professeurs, c'est de savoir bien évidemment quelle est ils vont poser des questions en lien avec le rapport que l'élève peut avoir avec certaines matières, ses goûts, ses choix, ce qu'il aime, ce qu'il apprécie, et ses fonctions de l'âge, mais savoir peut-être un tout petit peu pourquoi, s'il a quelques éléments de connaissance sur cet établissement scolaire. Donc, si votre enfant a participé à cette soirée visio, voilà, il saura quelques petites choses sur l'école alsacienne. Ça peut aussi faire l'objet d'une question, en tout cas pour les plus grands. Mais il n'y a pas de script des questions que nous posons. Donc c'est chaque professeur qui va poser un certain nombre de questions et échanger avec votre enfant. Alors, je réponds à quasiment les 2 dernières questions, parce qu'on a répondu, je pense, à beaucoup de questions. On l'a dit en début de visio, sur les places à l'entrée à l'école primaire. S'il n'y a pas de place aujourd'hui à l'entrée en CE2, c'est que les élèves de CE2, ce sont les élèves de les élèves de CE2 l'année prochaine, ce sont les élèves qui sont actuellement en CE1. On a 3 classes de CE1, 3 classes de CE2, et il y a des places en CM1 parce qu'on ouvre une 4e classe à l'entrée en CM1. C'est pour ça qu'il y a des places. Donc, pas d'impact. S'il n'y a pas de place en CE2, aujourd'hui, aucune modification sur ce qui se passe chaque année en CM1. Il y a une 4e classe en CM1. Et puis, je réponds aussi également une dernière fois à cette question qui est revenue plusieurs fois parce qu'on a dû le dire au tout début de la visio. Oui, il n'y a déjà plus de place à l'entrée en petite section. Pourquoi? C'est une classe de 24 élèves et on a un principe de regroupement de fratrie de nos élèves à l'entrée en maternelle et jusqu'en CP. Et donc, on a déjà sondé ces dernières semaines les familles qui ont des enfants actuellement scolarisés et on a déjà pu avoir 24 élèves qui seront les 24 prochains élèves à la rentrée en petite section. Alors, il y a une question qui revient aussi sur le nombre de candidats en sixième par rapport au nombre d'admis. En se fondant sur ce qui s'est passé l'année dernière, on avait Brice autour de 250 candidats pour En sixième? Oui, Non, pour on une en avait soixantaine de places. 300. On en avait 370. À 370 pour 50 places. Pour 56 places. 56 places. Voilà. Et là aussi, c'était une question.
chaque année, en proportion, nous avons plus de possibilités d'inscription pour les élèves qui choisissent l'allemand ou le chinois que pour ceux qui, je parle de la sixième, hein, que pour ceux qui choisissent l'anglais seul. Pourquoi? Parce que cela dépend du choix de nos élèves qui sont cette année en CM2 et qui vont passer en sixième. Et que ils sont un peu plus nombreux à choisir anglais seul. Et donc, ça fait qu'il y a une proportion plus intéressante pour les candidats, plus favorable aux candidats qui demandent l'allemand ou le chinois. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un engagement tout au long de la scolarité de l'élève. Donc, surtout, ne prenez pas le risque de choisir à la place de votre enfant comme deuxième langue vivante l'allemand ou le chinois, parce qu'il va garder cette langue tout au long de sa scolarité jusqu'en terminale et qu'il vous en voudra beaucoup à un moment ou à un autre si vous avez fait ce choix uniquement pour augmenter les chances d'entrer à l'école alsacienne. Il y a une question toujours autour des langues. Monsieur Le Chevalier, est-ce que les parents peuvent avoir un entretien avec vous en anglais? Je viens de répondre et j'ai dit oui. Ah bon? Et donc, je réponds peut-être combien y a-t-il d'enseignants par classe en maternelle? On a donc chaque classe, nous, c'est un professeur des écoles ou une professeure des écoles. Donc, des classes de maternelle qui sont 24, 26 élèves à peu près. Et chacune de nos professeurs d'école est accompagnée d'un aide-maître ou d'une aide-maîtresse qui est là toute la journée également auprès des élèves. Il y a eu une question sur Affelnet. Je crois que j'ai répondu, mais enfin, il y a eu 2 questions sur Affelnet. Donc ça ne concerne que les entrées en seconde, d'accord? On a Affelnet, c'est pour répondu hein, aux Ouais, deux à chaque fois? Oui. D'accord, Oui. alors parfait. Donc, Il n'y a pas en gros, pas de d'orthophoniste dans panique. l'école. Ça, Donc, c'est autre il y a une chose. question sur les orthophonistes. Il n'y a pas d'orthophoniste à l'école. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai l'impression. Je crois que c'est pas mal déjà, hein. C'est pas mal. Et puis, il existe aussi une foire aux questions sur le site de l'école alsacienne. N'hésitez pas à vous y référer. Voilà. Parfait. Écoutez, j'espère qu'on a fait le tour des principales questions que vous nous avez posées ce soir. De toute façon, vous pourrez réécouter cette intervention si jamais vous avez une question et que vous sentez qu'il y a eu une réponse dans l'exposé. Elle sera en ligne à votre convenance. Voilà, merci infiniment pour votre participation à cette réunion. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci et très bonne soirée à vous et merci pour toutes vos questions et toute votre attention. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.